Nous sommes ici avec Annalisa Chiodo, qui est l'une des responsables du SAI de Rotagreca. Rotagreca est un petit village non loin de Cosenza, qui a cherché à développer une forme d'accueil pour les familles de réfugiés, de demandeurs d'asile au sein du territoire de compétence. Une petite expérience qui dure depuis des années, mais elle est particulièrement significative car elle est un autre témoignage de la manière dont l'accueil se diffuse au sein d'un territoire qui est sensible à ces. Je voudrais donc demander à Annalisa de nous raconter un peu comment ce projet est né, comment il est structuré, pour nous faire comprendre plus ou moins comment il fonctionne. Rotagreca est un village accueillant par définition. Si l'on pense au village des environs, cela a toujours été un village extrêmement accueillant. Le projet de faire partie d'un SAI est un projet qui remonte à au moins 10 ans, qui ensuite n'a pas été mené à terme. Et notre maire actuel, le docteur Giuseppe de Monte, a fortement insisté pour que ce projet se réalise à Rotagreca. Et il y a 3 ans et demi, nous avions une association, nous faisions partie d'une association qui est la Liberamo de San Giorgio Albanese. Nous avons commencé avec cette association et ce projet d'accueil a commencé à Rotagreca qui dure maintenant depuis 3 ans. Et depuis 2 ans, nous faisons partie du SAI Cerceto Solidale qui est partie de l'association de M. Don Vincenzo Matrangolo d'Acqua Formosa. J'ai commencé à travailler sur ce projet dès le début, depuis qu'il a démarré à Rotagreca et parce qu'on m'a donné l'opportunité. Il y avait un appel d'offres auquel j'ai répondu. Ensuite, pour ce qui a été mes études universitaires, je suis diplômée en anthropologie culturelle. Donc, je pense qu'il est essentiel au sein d'un SAI d'avoir la figure de l'anthropologue culturel. Disons que dans un territoire comme le nôtre, cela a été bien accueilli à moitié, car initialement, un peu parce qu'il est là, ce qu'on pense, c'est-à-dire que ces Noirs arrivent au village, ils apporteront saleté, violence, et on n'a pas compris quel est le rôle de l'accueil. Maintenant que nous avons 3 familles à Rotagreca, 3 unités familiales où il y a aussi des enfants, et ils sont désormais parfaitement intégrés. Et les habitants de Rotagreca ont enfin compris que l'autre n'est pas quelqu'un à combattre, mais quelqu'un à accueillir. Il y a eu des difficultés au début. Le pays n'a pas réagi très bien. Non, ici c'est. La difficulté était-elle la méfiance envers les autres ou était-ce plutôt une faible familiarité? Y a-t-il eu des cas de racisme, par exemple? Le racisme existe peut-être encore avec l'idée de l'homme noir. Il est inutile de se cacher là-dessus, car à Rotagreca vivent des communautés d'Albanais, de Roumains. Depuis quelques années déjà, ils sont intégrés, ils travaillent, mais j'ai remarqué que lorsque l'on parlait d'accueillir ces personnes, eux, ils disaient tous, mais toute la population de Rotagreca, les Noirs arrivent. Comme si le noir, malgré le fait que la société ait évolué, représentait le mal absolu, non seulement à cause de la couleur de la peau. Maintenant, nous avons des jeunes de couleur qui vivent à Rotagreca et cela a été le témoignage que ce n'est pas la couleur de la peau qui caractérise la personne, mais ce qu'elle est. Donc, je dirais que le scepticisme et la peur sont liés à la couleur de la peau. Aussi étrange que cela puisse paraître dans une société comme la nôtre, qui est désormais multiethnique à Rotagreca, ce concept a été fortement insisté. Ce type de projet vise à offrir une forme d'accueil. Évidemment, ils ont une certaine limite. Une fois le projet terminé, il faut essayer de fournir une sorte d'indépendance aux invités qui viennent. Vous vous êtes retrouvé dans la situation de personnes, de familles qui ont abandonné prématurément parce qu'elles étaient prises par d'autres voies, ou bien ceux qui ont terminé, qui sont ensuite partis. Vous avez maintenu des relations. Savez-vous où ils sont, ce qu'ils sont devenus, ou bien, pour ainsi dire, c'est un service que vous offrez, mais une fois terminé, ça, on passe à autre chose comme une sorte de, pour ainsi dire, de situation certainement empathique. Sans empathie, on ne fait rien, mais enfin, c'est très peu, c'est moins engageant que ce qu'il pourrait sembler. Je pense que c'est plus engageant que ce que cela pourrait sembler. Alors, nous avons eu le cas. Nous avons maintenant le cas d'une famille de Tunisiens en accueil depuis 2 ans et demi. Enfin, la réponse de la commission territoriale est arrivée. Ils sortiront bientôt du projet et ils représentent notre succès en tant que système d'accueil, car cette famille s'est parfaitement intégrée. Le chef de famille travaille, ils ont obtenu la protection pour le travail et resteront sur le territoire. Ils ont décidé de rester en Italie en travaillant. Je pense que d'ici peu, dans quelques mois, ils sortiront du projet, donc ils représentent ce qu'est le système d'accueil.
Ils sont arrivés pour des raisons de santé. Le permis a maintenant été accordé pour le travail. Ils ont commencé la scolarisation. Ils ont atteint leur niveau scolaire. Ils ont trouvé du travail. Et donc, disons, cela représente le succès, le fonctionnement réel de ce qu'est un système d'accueil. Il y a eu d'autres familles qui sont parties bien avant. Et surtout, cela nous est arrivé avec des familles provenant d'Afghanistan, mais je parle de généraux de l'armée afghane qui ont des connexions qui dépassent même le SAI. Le SAI représentera seulement un intermédiaire pour fuir l'Afghanistan. La première famille de bénéficiaires que nous avons eue venait d'Afghanistan, le père général, 6 enfants, tous diplômés. Donc on parle quand même d'un niveau culturel très élevé. Et après 6 mois en accueil, ils sont partis aux États-Unis, au Texas, où vivaient 2 autres enfants. De temps en temps, ils envoient des messages pour remercier de ce qui a été fait pour eux. Et puis, il y a le cas d'une autre famille d'Afghanistan. Un garçon qui est venu en accueil depuis quelques mois, puis a demandé à être déplacé dans un SAI en Pouille où se trouvaient d'autres membres de sa famille. Et il a créé cette empathie qui va au-delà de la relation de travail, car il est arrivé et je m'occupe de... Je suis une opératrice chargée de l'accueil, de la santé. Donc l'épouse, dans ce cas, attendait un enfant. J'ai suivi toute sa grossesse et lui, 1 an et demi après être parti en Pouille, disons presque tous les 15 jours. Il m'envoie des photos de l'enfant qui est né entre-temps et il me montre. Il m'envoie les vidéos, le premier mot, le premier pas. Et donc une relation s'est créée qui va au-delà de la relation de travail parce que si tu réussis à créer ce lien, c'est un lien qui finalement ne se brise pas. Puis, il est vrai que c'est quelque chose de personnel. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur et qui t'utilisent seulement comme un moyen pour obtenir des résultats. Et il y a ceux qui te considèrent comme de la famille. Et la plus belle chose est si tu entends dire merci et quand ensuite des bénéficiaires t'appellent sœur, là tu comprends que ce n'est pas seulement un travail, ce n'est pas seulement de l'empathie, mais c'est vraiment du sentiment. Ces formes d'accueil, pour ainsi dire, sont, disons, une réponse solidaire que nous pouvons définir comme avancée, que la société italienne a développée face au phénomène de l'immigration. Il y a aussi d'autres, comment dire, d'autres moins sympathiques, si l'on peut dire, de rejet non, des déportations, etc., etc. Maintenant, que se passe-t-il? Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours une réponse un peu ethnocentrique. C'est nous qui leur répondons, tandis qu'il est difficile de prendre en compte les projets de vie que ces personnes mettent en œuvre, car ce n'est pas qu'ils arrivent ici sans venir de nulle part. Peut-être ont-ils des réseaux ethniques, des moments d'imaginer autre chose. Peut-être veulent-ils aller, je ne sais pas, en France ou au Texas, ou là où la ville est même. Voilà, ceci-là, vous étiez. L'avez-vous découvert en cours de route qu'il existe des projets de vie? Cela a-t-il un peu atténué l'enthousiasme? Ou bien, comment dire, vous le considériez comme une partie du jeu pour lequel début vous pensiez que nous offrons aussi l'accueil, mais que nous ne décidons pas où les personnes vont vivre? Eh bien, cela est pris en compte dès le début, car nous offrons le premier accueil, puis il faut voir ce qu'ils sont, car chacun d'eux a des attentes de vie, des rêves à réaliser qui doivent être. Sur cette base, je me rattachais à une de mes réflexions personnelles. Je pense que au sein d'un système d'accueil comme le SAI, qui va très bien, c'est beaucoup, et ce que nous réussissons à donner est beaucoup. Cependant, quand tu parles d'ethnocentrisme, en fait là, c'est la critique envers le SAI lui-même, selon moi, parce qu'on met beaucoup. Ce sont les autres qui doivent s'adapter à nos choses. Comme dire, nous devrions accepter l'autre, l'accueillir en partant de leur point. Il faudrait comprendre ce qu'ils veulent faire et ne pas imposer ce qui est notre culture, parce que souvent nous les attirons, mais peut-être devrions-nous donner, que je le remarque, même du point de vue sanitaire, au moment où ils arrivent et ont des problèmes de santé, on impose notre médecine conventionnelle, pas la médecine occidentale. Il faudrait cependant comprendre que beaucoup d'ethnies refusent ce genre de médecine, donc se mettre davantage du point de vue des autres. Je le vois pratiquement, une de nos bénéficiaires a des problèmes de santé tout à fait normaux. Nous lui avons expliqué qu'elle avait besoin d'une consultation cardiologique, de quelques comprimés. Et elle disait, non, non, je n'ai pas besoin de cela. J'ai ma tisane que je bois tous les matins, avec ça tout passe pour moi. Ensuite, elle nous parlait, nous parlions entre nous, mais c'est tout de même un risque pour nous. S'il devait arriver quelque chose, nous sommes responsables de leur santé. Si nous ne faisons pas faire les consultations spécialisées, donner les soins, c'est un risque pour nous.
elle s'est entêtée. Alors je dis qu'il faut comprendre les gens, il faut les accepter pour ce qu'est leur culture, donc pas tant les occidentaliser, qui est un peu, selon moi, ce qu'on risque de faire avec les centres d'accueil. Non, c'est comme si nous voulions leur imposer notre façon de se soigner, notre langue qui, pour l'amour de Dieu, eh bien, quelqu'un qui vit en Italie doit connaître l'italien, doit comprendre comment on s'organise et fonctionne l'Italie du point de vue de la documentation, de l'école, etc. Mais un pas de plus vers les autres. Et je pense que dans ce cas précis, le rôle des médiateurs, non seulement linguistiques, mais surtout culturels, est indispensable pour vraiment aider les bénéficiaires. Une des choses qui se disent sur ces projets, le discours qui se développe autour de ces projets, et qu'ils servent aussi à ces petites communautés qui vivent des processus de dépeuplement, à les repeupler, faire revivre les petits villages. Selon toi, cette chose ici, dans une commune comme Rota Greca, qui vit clairement un processus de dépeuplement, une perte d'habitants, selon toi, c'est un ressort qu'il y a dans une motivation qu'il y a à l'intérieur pour maintenir cette forme d'accueil? Il y en a sûrement aussi parce que nous l'avons vu, il y a quand même des enfants qui vont à l'école, qui fréquentent notre école, notre société. Mais selon moi, cela diminue un peu ce qu'est le projet d'accueil, non? Cela peut servir, oui, à repeupler un village comme Rota Greca, mais nous avons maintenant. Au total, il y a 4 ou 6 enfants en plus à Rota Greca. Des enfants qui, de toute façon, partiront déjà bientôt. Selon moi, c'est une façon. Non, je n'aime pas ça, parce que cela diminue de toute façon ce qu'est le sens du SAI. Alors, le SAI de Rota Greca, évidemment, trouve un soutien institutionnel solide, fort dans la commune. Donc, j'imagine que les relations entre le SAI et l'administration communale sont très structurées, organiques, bien présentes. Mais en revanche, avec les autres institutions, non? Par exemple, avec l'école, avec les forces de l'ordre, avec tout le monde institutionnel qui tourne ensuite dans la vie quotidienne des personnes, avec la préfecture, pour faire commencer là, qui à partir de Rota Greca, mais et aussi en allant plus loin, il y a une sorte de collaboration, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous tailler un rôle, disons, d'interface entre ceux qui viennent ici et le mai, par exemple, quand ils sont arrivés à l'école, qu'ont dit les enseignants, quand ils ont vu se faire livrer les petits. Il y a une participation aussi à la vie du SAI de la part d'eux. Je pense essentiellement aux écoles, mais aussi à tous les autres, les emplois, enfin les employeurs. Voilà. Quelle est la relation? Quelque chose bouge-t-il ou non? Et alors oui, avec la mairie, il y a une excellente relation, fortement voulue par la mairie, la création de ce SAI, donc les relations sont excellentes. Il y a également eu beaucoup de soutien de la part de l'Église. Bien qu'ils soient musulmans, les enfants ont été accueillis dès le début, car c'était une nouveauté pour eux. Ils voyaient leurs camarades aller à l'église et ils allaient automatiquement à l'église. Eux aussi faisaient les enfants de chœur dès le début. Et nous avons eu 2 enfants tunisiens qui ont été baptisés la nuit de Pâques. Ils ont décidé de se convertir et sont donc pleinement intégrés aussi dans. Parlons de la préfecture. Préfecture, oui, mais les délais sont très longs. Pour n'importe quel document, renouvellement de permis de séjour, les délais s'allongent énormément. Si vous pensez qu'un projet d'accueil qui devrait être complété en 6 mois prend au moins 2 ans et demi, 3 EM, l'école est un peu un point sensible pour la simple raison que je pense que les écoles ne sont pas encore prêtes à accueillir des enfants étrangers. Des enfants qui, de toute façon, ne connaissent pas la langue, je ne connais pas sincèrement la raison, mais ils sont quand même placés dans la classe en fonction de l'âge et non de la connaissance de la langue italienne. Nous avons eu des enfants qui, à 10 ans, ont été inscrits en 4e année primaire et ils ne connaissaient aucun mot d'italien. Ils auraient dû commencer par la préscolarisation, car beaucoup d'enfants dans leur pays d'origine ne vont pas à l'école. Ils n'ont rien, ils ne savent pas tenir un crayon en main, donc ils auraient vraiment dû commencer depuis le tout début. Ils ont été placés en 4e, 5e année primaire et il a été très difficile de maintenir les relations avec l'école car les enseignants ne sont préparés à accueillir des enfants étrangers parce que et aiment les plans pédagogiques et sont souvent juste sur le papier et ne sont pas mis en œuvre. Et cela a été vraiment difficile. Ensuite, oui, ils ont été promus, mais en termes de connaissance de la langue italienne, de connaissance des matières, peu importe, nous ne nous soucions pas qu'ils connaissent l'histoire ou la géographie.
Ce qui nous importe, c'est qu'ils parlent italien. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela était mais pas pour l'école en soi, pour les règles de l'école, les lois qui régissent ces relations entre l'école et les mineurs étrangers. Et de ce point de vue, mon bilan est un peu négatif en ce qui concerne l'école. Pour le reste, non, il y a eu une bonne forme d'accueil et d'aide, disons, pour les autres institutions. Une autre des motivations qui sont avancées pour parfois justifier l'ouverture des SAI est qu'ils constituent des opportunités de travail, surtout dans des localités où il n'y a pas une grande offre d'emploi, surtout de travail qualifié. Alors, dans quelle mesure cela a-t-il eu un impact? Non, dans un petit village comme Rotagreca, pour offrir une opportunité. Et je te demande surtout si tu peux me dire combien de professionnels le SAI de Rotagreca emploie, qui ils sont, ce qu'ils font, le niveau de spécialisation qu'ils ont et aussi l'impact économique, car peut-être que le dépeuplement n'en est pas tant une motivation, mais celle d'offrir des opportunités économiques, probablement, oui. En ce qui concerne Rotagreca, nous sommes 3 unités, 3 véritables ROTSI, et nous sommes toutes diplômées. Moi, je suis une opératrice de santé. J'ai une collègue qui s'occupe de la scolarisation et une autre de l'accueil. En ce qui concerne les avocats médiateurs, nous faisons appel à ceux de Cerceto qui travaillent également à Rotagreca. C'était certainement une bonne opportunité de travail, car égoïstement dans ce cas, je te dirais que travailler dans le village avec un emploi qui te prend du temps. Sur le papier, c'est 4 heures, mais parfois, ça peut être 2 comme ça, peut être 8 heures dans une journée, car cela dépend des besoins. Nous avons donc l'opératrice chargée de l'accueil qui est diplômée en philosophie et l'opératrice chargée de la scolarisation qui est diplômée en économie. En bref, une de ces facultés dont je ne me souviens pas précisément. Je pense que les profils peut-être devraient être choisis un peu plus ciblés, peut-être un peu plus de profils humanistes, sociaux, et cela n'a pas été fait, car il est vrai que l'opportunité de travail a été donnée à des personnes qui peut-être ne sont pas de ce milieu. Nous faisons ensuite des cours internes qui nous permettent de mieux réaliser notre travail. Moi, par exemple, étant diplômée en anthropologie culturelle, je m'occupe de la santé et donc il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais ensuite je me suis orientée différemment. J'ai également suivi un cours pour devenir médiatrice interculturelle en santé, justement pour m'approcher, et c'était certainement une bonne opportunité de travail. Nous vivons dans ce territoire, nous n'avons pas besoin de nous éloigner beaucoup, et donc cela va très bien, c'est aussi acceptable. Que nous avons produit un impact économique, oui et non, un peu comme quand je disais que ce n'est pas une motivation le dépeuplement, car même économiquement, la plupart des bénéficiaires achètent sur le territoire, mais il est vrai que pour ce qu'ils utilisent dans leur cuisine, ils se tournent toujours vers Rotagre Cosenza où ils trouvent les aliments ethniques. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas eu de grande croissance économique dans le pays. On peut dire qu'il y a eu une sorte de contamination positive. En somme, il y a eu un échange. Les familles ont réussi au fil du temps à poser quelque chose de positif, de nouveau, d'innovant, comme, je ne sais pas, des rotésies qui mangent et cuisinent de manière autonome des plats tunisiens ou d'ailleurs. Ensuite, en substance, la cuisine et cela, c'est le résultat de nombreuses contaminations. Prenons l'histoire des ingrédients des aliments. Ce ne sont jamais des aliments autochtones. Nous mangeons des aubergines originaires d'Asie, l'ail vient d'Asie, la tomate vient d'Amérique. Donc dans notre cuisine, il y a eu cette forme de contamination qui peut-être est un aspect culturel très, très significatif. Absolument oui, et pas seulement pour nous, les opérateurs, mais aussi pour la communauté de Rotagreca, car nous avons une dame tunisienne à l'accueil qui aime beaucoup cuisiner, et ce qu'elle cuisine, elle l'offre à tous. Les enfants jouent dans le jardin, elle vient avec les fricassés qu'elle cuisine en tant que tunisienne et les apporte à tous les enfants. Et maintenant, il y a cette connaissance de leur manière de manger, de leur manière de faire, de vivre la vie. À propos de cela, je suis quelqu'un qui aime goûter les aliments ethniques. Non. Alors, il m'apportait de tout chez moi, je mange de tout. Disons que j'ai été un peu réprimandée, j'ai évité qu'on m'apporte à manger à la maison. À ce sujet, je me suis imposée, je dis non, parce que ce que nous faisons pour les aider, ils ne le voient pas seulement comme un travail, ce n'est pas quelque chose que nous faisons parce qu'il nous est dû.
Souvent, nous mettons notre propre touche parce que la frontière entre travail et aide solidaire est vraiment très mince et parce que nous allons toujours au-delà. Je disais que ce n'est pas comme ça, je dois accepter ce qu'il m'apporte. Souvent, je le jette aussi parce que ce sont des épices peut-être tellement fortes que nous ne sommes pas habitués à les manger. Mais accepter ce qu'ils cuisinent est un moyen de les gratifier et de les accueillir. Oui, on ne peut les remercier que de cette manière, en partageant leur repas avec toi. Donc, selon moi, c'est nécessaire car donner, c'est recevoir en même temps. Il y a quelque temps, ils ont organisé un dîner. Nous sommes allés, enthousiastes de partager, de se faire connaître, de donner quelque chose d'eux et de le faire connaître à nous. Donc oui, il y a eu beaucoup, ils le font, ils cuisinent pour tout le monde. Nous aurons bientôt l'occasion de goûter ce qu'ils cuisinent. Donc oui, absolument oui, magnifique de ce point de vue. Il y a cet échange interculturel, n'est-ce pas? Il dit, nous nous organisons, alors tu apportes de la nourriture tunisienne, nous offrons l'italien et nous mangeons tous ensemble, car on sait qu'en mangeant, on crée de la communion. Et donc, ce sont des moments vraiment, vraiment beaux. Donc, pratiquement, nous pouvons dire que cette expérience est une expérience réussie. Mais je te demande, et de succès, cela démontre quoi? Qu'on peut vivre, qu'on peut accueillir, que ce n'est pas quelque chose où l'étranger est un danger quelconque. C'est vraiment la preuve empirique si nous voulons de ces formes de succès. Nous pouvons dire cependant que votre expérience du SAI de Rota Greca, mais par extension, comme tous les autres SAI, constitue une forme de résistance à une pensée dominante en Italie, mais aussi dans le reste du monde. Comment dire, une pensée qui se développe sur la nécessité de maintenir la séparation, de reproduire la peur, de vous démonter. En fait, vous démontez ce qui constitue les peurs des gens. Peut-être que c'est l'opération la plus intéressante que vous faites, au-delà de l'accueil de l'opérateur qui accueille les personnes qui ont besoin, mais dans le reste de la société, vous construisez des moments de résistance, justement, pour démonter ce récit qui voit dans l'étranger une source de danger, de contamination, et ainsi de suite. Étranger. Mais l'étranger existe-t-il? L'étranger n'existe pas. Nous sommes tous étrangers. Je suis étrangère par rapport à toi, tu l'es par rapport à moi. Il y a certainement des différences, mais pas de diversité. Tout est là pour comprendre cela. Nous sommes tous différents, nous sommes tous autres par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ensemble, avec nos différences et non-diversité, je le répète, je peux apporter ce qui fait partie de moi. Tu apportes le tien. Donc déjà, le concept de parler d'accueil, selon moi, est vraiment incorrect parce qu'il ne s'agit pas d'accueillir, il s'agit d'accepter une autre personne dans sa particularité, dans sa différence par rapport à moi. Donc il faut peut-être changer ce concept un peu ethnocentrique que je suis de ce côté, tu es autre par rapport à moi. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes tous au même niveau avec nos différends. Quand nous comprendrons cela, nous comprendrons que ce n'est pas que nous n'acceptons pas l'autre. Nous vivons sur la même planète, chacun de nous a quelque chose à apporter ensemble en se connaissant comme on le sait. Ce que l'on ne connaît pas effraie. Par antonomase, n'est-ce pas? Je ne connais pas quelque chose, par conséquent cela m'effraie. En connaissant l'autre, il n'y a rien à craindre. Au moment où nous éviterons d'être au centre du monde, de l'univers, de tous nos concepts, selon moi, nous parviendrons vraiment à atteindre un point meilleur pour tout le monde. Non. Vous sentez comme un point de résistance face à un discours complètement différent, qui concerne la présence de personnes venant d'ailleurs dans le monde. Resistiamo. Nous résistons. Nous résistons. Et voyez aussi ce concept, pardonnez-moi, l'ailleurs du monde. Quel est cet ailleurs? Parce qu'il y a par rapport à quoi? Il n'y a pas d'ailleurs. La Terre est une. Nous sommes tous, qui en haut, qui en bas, qui d'un côté, qui de l'autre, elle est unique. Pour moi, il n'existe pas d'ailleurs.